Bonjour à tous et tous, on m'appelle Steven et vous l'aurez compris, nous allons décaper toutes les plus grosses news qui sont tombées ces 2 derniers jours et je vous assure un truc, c'est que il y en a quand même pas mal qui sont intéressantes. Pour commencer, on a des explications concernant le départ de Roger Jean Page de la série Netflix Bridgerton. Des précisions ont été apportées et je peux déjà vous dire que l'acteur ne cherche vraiment pas à se remplir directement les poches vu le chèque qu'il vient tout simplement de refuser. Par contre, Warner et plus particulièrement HBO Max pourraient eux se remplir les poches vu que l'acteur de Deathstroke a laissé entendre sur les réseaux qu'un projet autour de son personnage serait susceptible de voir le jour sur nos écrans. Je vais vous parler de tout ça et vous donner mon avis évidemment. Ça permettra du coup d'avoir du calme avant la tempête, vu que des histoires entre l'ancien réalisateur de Justice League Joss Whedon ont encore surgi, ce dernier menaçant cette fois directement la carrière de notre Amazon international. Quelle tristesse, j'ai envie de dire. Côté Marvel maintenant, des images et teasers circulent depuis quelques jours, des images nous montrant entre autres les 3 Spider-Man en même temps. Faut-il y croire et crier de joie? Je vais vous donner justement mon avis. Et évidemment, comme d'habitude, il y aura plusieurs petites news qui se glisseront entre ces sujets pendant que nous, on se glisse directement via l'intro. Mais quel poète, c'est fou! On y va, c'est parti! Et je me suis dit que pour commencer cette vidéo, le mieux serait peut-être de se plonger directement dans les étoiles et plus particulièrement sur Tatooine. Puisque justement, une vidéo du plateau de tournage de la prochaine série Star Wars Kenobi a tout simplement fuité. Alors non, le tournage n'a pas commencé, mais ça ne serait tardé justement d'ici quelques poignées de jours, Lucasfilm ayant confirmé il y a quelques semaines que le tournage de la série, qui est attendu pour 2022 sur Disney+, commencerait à la fin du mois d'avril. Ewan McGregor s'est d'ailleurs laissé pousser la barbe pour être accord à son personnage d'Obi-Wan, avec peut-être un peu plus de laisser aller, on va dire, si on la compare à sa magnifique masse poilue qu'il avait dans Star Wars 3. Jaloux, moi, pas du tout. Mis à part son casting qui a officiellement annoncé le retour de Hayden Christensen dans le rôle d'Anakin ou de Dark Vador, Joel Edgerton et Bonnie Piesse retournant également dans leur rôle de parents adoptifs de Luke, on ne sait vraiment pas grand chose de la série pour l'instant. Néanmoins, on a quand même appris que la série se passerait 10 ans après en termes d'histoire de la revanche des Sith, avec donc du coup un Dark Vador qui va être au summum de sa jeunesse et donc de sa puissance. Bon, et du coup je prends le pari, même si je prends pas trop de risques en le disant, évidemment je pense que Kenobi, quand ça arrivera en 2022 sur Disney+, ça va être la série la plus vue de la plateforme. Ça va même passer devant The Falcon and the Winter Soldier, qui lui était déjà passé devant WandaVision il y a quelques semaines. Alors bon, je sais qu'entre fans de Star Wars, il y a un petit combat d'arène qui est mené entre ceux qui préfèrent la prélogie et ceux qui préfèrent justement la trilogie. Personnellement, c'est vrai que je suis pas le plus gros fan de Star Wars, même si je les ai tous vus pour le coup, et l'épisode 3, bah, c'est celui qui m'a le plus marqué, c'est celui que j'ai le plus apprécié, totalement comme un fou pour découvrir justement cette série qui sera une espèce de petite passerelle finalement entre l'épisode 3 et l'épisode 4, et ça risque justement d'être supra intéressant. Une transition du coup toute trouvée pour un acteur qui s'est servi également de sa série comme une passerelle vers la célébrité. Je parle évidemment de Bridgerton et de son acteur phare Roger Jean Page, ou Roger Jean Page d'ailleurs, mais ça sonne bizarre avec l'accent anglais dans ma bouche, qui avait, rappelez-vous, annoncé qu'il ne reviendrait pas dans la saison 2 de Bridgerton, la série étant devenue le plus gros lancement Netflix de tous les temps, avec plus de 80 millions de visionnages dans le monde en moins de 4 semaines, dépassant alors le record de The Witcher. Et même si effectivement on connaît pas vraiment les raisons très précises de son départ de la série, et ben le Hollywood Reporter a sorti un papier il y a quelques heures qui néanmoins donne quelques petites précisions qui sont vraiment intéressantes pour le coup, je trouve. On apprend déjà que l'acteur avait signé que pour une seule saison, car comme vous le savez, la série suivra l'histoire de chaque livre et il n'était donc pas prévu que le personnage de Simon revienne, Netflix étant loin d'imaginer que la place de l'acteur serait aussi appréciée dans la saison 1. Donc déjà ça nous offre une précision supra importante, je trouve, c'est que RJP, ouais on va l'appeler comme ça parce que son nom j'arrive plus à le retenir à force. Bref, l'acteur en tout cas n'a pas du tout brisé son contrat. Également parlant, il était totalement libre de partir, de revenir, il faisait un petit peu ce qu'il voulait. Le problème c'est qu'en perdant son acteur phare, la série perd un de ses plus gros arguments de vente aux yeux de beaucoup de fans, certains militant déjà d'ailleurs pétition à la main pour que l'acteur revienne. La production aurait alors proposé un chèque de 50 000 $ par épisode pour que l'acteur revienne pour au moins 3 à 5 épisodes de la saison 2, un chèque de minimum donc 150 000 $. L'acteur a refusé pour différentes raisons. Tout simplement, l'acteur préfère se concentrer sur sa carrière du moment qui est tout simplement en pleine explosion. Il vient par exemple de terminer le tournage du prochain film Netflix The Gray Man, réalisé par les frères Russo, aux côtés de Chris Evans et Ryan Gosling, et se prépare pour un autre film à gros budget avec un casting encore une fois 3 étoiles, l'adaptation de Donjons et Dragons, aux côtés cette fois de Chris Pine et Hugh Grant. Selon THR toujours, l'agent de RJP aurait été inondé d'offres de films à la suite de son rôle marquant dans Bridgerton, ce qui conduit l'acteur du coup
et son équipe à sélectionner minutieusement les projets futurs afin de contrôler dans le bon sens la carrière grandissante de l'interprète du duc d'Hastings. De mon point de vue, il est du coup, je trouve normal que l'acteur ait totalement refusé de revenir dans la saison 2, étant donné que la saison 2 n'a pas pour ambition d'avoir une grande volonté professionnelle aux yeux de l'acteur, vu que tout simplement le duc d'Hastings n'aurait pas été cette fois personnage principal dans la saison 2. Alors c'est vrai, on regrette quand même qu'ils aient pas pu trouver un espèce d'accord pour au moins apparaître dans un épisode, histoire de contenter déjà les fans, mais aussi l'équipe que l'acteur laisse quand même derrière lui et qui regrette déjà certainement son absence du coup. Mais il y a quand même du nouveau dans le casting puisque deux nouveaux arrivants débarquent. Shelly Cohn jouera Mary Sharma, la fille d'un comte pris dans un scandale, et Callum Lynch le rejoint également dans le rôle de Theo Sharp, l'assistant d'un imprimeur avec un sens prononcé pour la justice. Va-t-il adhérer au procédé de Lady Whistledown? C'est ce qu'on découvrira sûrement dans cette saison 2 également. On passe maintenant du côté de Warner dans des propos un peu moins positifs cette fois pour un scandale qui a encore une fois éclaté il y a quelques jours. Pour recentrer un petit peu les informations, cela fait quelques mois que Warner, Ray Fisher et Joss Whedon sont engagés dans certaines polémiques. L'interprète de Cyborg dénonce en effet depuis quelques semaines maintenant l'attitude très limite de certains hauts placés chez Warner et également du réalisateur Joss Whedon envers ses acteurs durant le tournage de Justice League 2017. L'acteur utilise donc les armes qu'il a à sa disposition, les médias, les réseaux sociaux et les interviews qui lui sont accordées pour tout simplement soulever des allégations racistes et discriminatoires contre les parties concernées. Une enquête de justice a même été ouverte en interne de chez Warner sans trop savoir ce qui s'y passe, c'est le but d'une enquête en interne. Je vous passe vraiment les détails de tout ce qui s'est passé avant, mais si jamais ça vous intéresse, il y a un lien en description qui vraiment vous détaillera tout ce qui s'est passé entre Ray Fisher et Warner. Mais sachez que le Hollywood Reporter est arrivé il y a seulement quelques heures avec encore une fois de nouveaux propos qui font pas très plaisir. Selon leurs sources, Whedon ne s'est pas heurté qu'à Fisher, mais à toute la distribution de Justice League, ces derniers n'étant pas forcément d'accord à chaque fois pour jouer devant la caméra ce que Whedon avait prévu pour son film. C'est autour du personnage de Wonder Woman joué par Gal Gadot que ces informations se précisent aujourd'hui. L'actrice aurait dans un premier temps durant le tournage manifesté plusieurs préoccupations quant à son rôle d'Amazon dans le film, évoquant que Wonder Woman était beaucoup trop agressive et que cela n'était pas raccord avec l'introduction du personnage que l'on avait vu dans le premier film Wonder Woman, réalisé donc par Patty Jenkins. Un témoin anonyme de l'enquête aurait rajouté que Whedon était monté sur ses grands chevaux, disant à Gal Gadot qu'elle avait plutôt intérêt de suivre à la lettre ce qu'il avait écrit, car vu que c'était lui le boss, il pouvait choisir de nuire à sa carrière en la faisant passer pour quelqu'un d'incroyablement stupide à l'écran. Selon l'actrice maintenant et en la citant, Warner a traité ça en temps opportun. Bon voilà, que rajouter de plus? Évidemment tout ça me fatigue, alors juste une chose, je me dois de garder un maximum de recul par rapport à toute cette histoire parce que jusqu'à preuve du contraire, Warner bénéficie de la présomption d'innocence. Je sais pas vraiment si un jour on saura vraiment ce qui s'est passé ou pas passé en interne du studio à ce moment-là justement, mais on peut en ressortir mine de rien avec une seule leçon, c'est que toutes ces histoires que l'on a dans le boulot, que ce soit la discrimination, le racisme, le sexisme, bref, tous ces délires pas très cool comme ça on va dire, mine de rien c'est un truc que l'on retrouve aussi dans le cinéma. Le cinéma est un boulot aussi, mais le souci c'est que le cinéma est une bulle bien plus fermée que le boulot, et bien moins protégé peut-être, et que donc les choses se font pas toujours savoir, mais que quand ça se sait, forcément ça finit par éclater et à faire des scandales. C'est le cas depuis quelques semaines. Et en parlant de la Justice League, pour partir d'un point plus positif cette fois, je vous fais gagner 2 magnifiques steelbooks sur Twitter et 1 sur Instagram, donc n'hésitez pas un petit peu à aller checker tout ça. Les liens de ces 2 concours se trouvent dans le commentaire épinglé, donc profitez-en dès maintenant. Et alors que la suite du Snyderverse, lui, se fait toujours attendre, on a peut-être un autre espoir à se faire si on est fan un petit peu de ce qui a été montré durant la Snyder Cut. En effet, l'acteur Joe Manganiello, apparu sous le masque de Deathstroke dans les 2 versions de Justice League, a manifesté son intérêt sur les réseaux autour d'une éventuelle série Deathstroke sur HBO Max. Suite au succès de la Snyder Cut et convaincu par la courte apparition de l'acteur dans l'épilogue du film, les fans ont tout simplement lancé sur Twitter le hashtag Deathstroke HBO Max afin d'attirer l'attention de Warner sur ce potentiel projet. Le principal intéressé a de suite montré son engouement pour le mouvement en publiant une nouvelle photo de son personnage tout en utilisant le hashtag conçu par les fans. Pour information, il faut savoir qu'un film Deathstroke était prévu selon l'acteur lui-même en 2018 et que le personnage devait même apparaître dans le film The Batman avant que sa formule soit totalement remaniée et qu'il se passe sur une terre totalement différente du DCEU avec en rôle titre Robert Pattinson. Alors c'est vrai qu'un film Deathstroke en soi je dis pas non, mais avant moi ce que je veux c'est la suite forcément de la Snyder Cut si c'est possible un jour. Quant au projet autour de Deathstroke, c'est vrai que je préfère peut-être avoir une série, comme ça il y a plus d'heures, tu peux plus développer le personnage. Mine de rien, Deathstroke c'est un personnage avec un passé assez trouble, assez intéressant mine de rien, assez meurtri. Vu qu'il a jamais été développé finalement au cinéma, ça pourrait être cool d'avoir plusieurs heures, peut-être 8, une série voilà de une saison en 8 épisodes. Il s'agit quand même d'un des plus gros ennemis de Batman, donc ça mérite un petit peu plus d'heures je trouve que 2. Bon, et pour terminer sur une note plus ou moins positive comme toujours, vous avez dû peut-être voir circuler cette image de Spider-Man No Way Home qui présente les signatures de tous les acteurs ayant
ayant participé au film, où on peut d'ailleurs voir certaines signatures comme celle de Tobey Maguire, Andrew Garfield, Charlie Cox ou même Kristen Dunst, bref des signatures qui pourraient entre autres officialiser le fait que le Spider-Verse existerait bel et bien dans ce film. Et au risque que vous soyez déçus, sachez que je sais de sources sûres que la signature de Charlie Cox sur le tableau est totalement fake. Et vu que j'ai vu aucun des gros médias habituels parler de cette news, je pense aussi que toute cette image est entièrement fake. Parce que sinon, croyez-moi, que ce soit moi ou d'autres, il y aurait un petit peu toutes vos notifications qui auraient plu un petit peu sur votre téléphone, vu que tout le monde en aurait parlé si tout le monde était sûr de cette image. Vous le savez, il faut quand même prendre énormément de recul quant aux news de Spider-Man 3 No Way Home. C'est ce que j'essaie de faire justement dans mes vidéos qui en parlent, en essayant d'interpréter certaines rumeurs ou certaines news ou même certains indices parfois, en gardant un maximum la tête froide, même si c'est pas toujours évident honnêtement. Et je pense notamment aussi à cette vidéo entièrement fake, nous montrons les 3 Spider-Man se balançant côte à côte, qui a comptabilisé des milliers et des milliers de vues que vous m'avez envoyé en masse sur les réseaux sociaux. Et ben je suis désolé de vous le dire, mais ça aussi à 100%, même à 300%, j'en suis certain, ce trailer est totalement fake. À ce niveau là, du coup, sachez que quand vous ne me voyez pas parler du news Spider-Man, ce n'est pas du tout parce que je ne la vois pas, étant donné que je passe littéralement mes journées sur les réseaux sociaux, c'est juste que j'attends qu'elle soit vérifiée, afin d'être sûr que si je poste une vidéo, et 2 heures après, ça va pas se faire officialiser en tant que truc fake. Tout ce que je vous ai partagé récemment en vidéo concernant Spider-Man 3 No Way Home sont des indices, sont des rumeurs qui sont toujours sous le coup d'indices, qui sont toujours sous le coup de rumeurs et que l'on peut toujours interpréter à l'heure actuelle vu que ce n'est pas du tout fake. Bref, cette mise au point me paraissait hyper importante, je suis toujours aussi hypé par ce film, mais c'est vrai que vu que c'est un sujet qui fait mine de rien cliquer, il faut quand même faire attention parce que beaucoup de gens en jouent, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, et on peut vite se faire avoir du coup. En attendant, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance, ça c'est là-bas que ça se passe principalement. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir. Je remercie totalement Laura encore une fois pour son don de 10 € sur mon Utip qui fait extrêmement plaisir, merci à toi Laura, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.